Est-ce à dire que ce groupuscule est aussi dangereux, voire plus dangereux que la menace islamiste ? Bah non, c'est une forfaiture de faire une telle comparaison, parce que d'un côté, vous avez une idéologie, si vous voulez, qui égorge, qui tue, qui poignarde, qui rafale, et de l'autre, vous avez une organisation qui lutte contre une immigration qui alimente l'idéologie que je viens de dire. Bah oui, enfin, ça n'empêche pas les attentats. Et ça oui, mais ils sont interdits. Donc vous ne pouvez pas faire cette comparaison. Oui, mais Génération Identitaire ne commet pas d'attentats. Oui, non, mais interdit. Il vient de faire. Vous devez parler de deux choses. Une chose est interdite en France. Donc on ne peut pas comparer les deux. Tout simplement. Mais attendez, le salafisme n'est pas interdit en France, monsieur. Les frères musulmans ne sont pas interdits en France. C'est même la principale organisation interlocutrice du gouvernement. Donc ils ne sont pas interdits. C'est pas ce que vous venez de dire. Ne racontez pas de bêtises. Jean-Marc Benamou. Mais si, moi je crois que le problème qui est posé, je termine juste mon propos, le problème qui est posé par Génération Identitaire, c'est qu'effectivement, ce sont des identitaires blancs. Parce qu'en réalité, la République admet la défense de toutes les identités jusqu'à les plus exacerbées, comme la Ligue de défense noire africaine, qui eux sont de véritables suprémacistes noirs que personne ne songe à interdire. C'est-à-dire que Génération Identitaire n'a jamais été condamnée pour quoi que ce soit. Ils ont été condamnés une fois en première instance et relaxés par la Cour d'appel. Donc c'est un acharnement pour vous ? Condamnés à la moindre incitation à la haine. Et quand ils occupent, par exemple, une mosquée en construction et que pour ça, ils sont poursuivis, alors que la France insoumise, Éric Coquerel, a envahi la basilique Saint-Denis avec des centaines de migrants en interrompant des cultes, etc., et que personne n'a songé à le poursuivre, vous voyez bien qu'il y a deux poids, deux mesures, parce que l'idéologie qui gouverne la France est une idéologie antinationale qui veut écraser toute forme d'anticorps identitaire susceptible de la protéger. On ne peut pas viser impunément avec l'extrême droite. On la mémoire. Non mais attendez, mais il n'y a pas d'abord il n'y a pas d'extrême droite en France. Enfin, quel parti en France milite pour l'antiparlementarisme ou le militarisme ou la théocratie? Et cette image de néo-nazi à Madrid, ça va jamais arriver à Paris? Il n'en reste pas. Non, mais attendez, qu'est-ce que vous comparez là? Vous comparez un groupuscule néo-nazi. Et ceux qui défilaient à Paris en criant les Juifs dehors, il y a 2 ans de ça. Mais on compare pas, mais ça se passe en ce moment en Espagne, c'est pas si loin. Ça a été créé. Non, mais attendez, non, il y avait l'extrême droite aussi. Les Juifs, ils étaient tous rassemblés ensemble. Les Juifs dehors, ça a été créé. Ça a été créé par l'extrême gauche. Et l'extrême droite aussi. Les deux étaient là. Génération Identitaire a déployé la banderole. Voilà, non, pas du tout. Et je vais vous poser une question pour le coup. Si jamais vous aviez une invasion de Palestiniens ou de migrants en Israël, c'est d'ailleurs pour ça que vous avez construit le mur. Pourquoi la défense de l'identité israélienne est quelque chose de sacré et vous applaudissez toutes, ben justement. Mais moi j'applaudis pas. Non, on n'applaudit pas tous. On n'est pas tous des fans de Benjamin Netanyahou. Et vous criminalisez la défense de l'identité quand c'est l'identité française. Vous êtes marrant, vous. D'abord, vous ne connaissez pas mes opinions. Si qu'il y a des groupes d'extrême droite en Israël et qui sont réprimés. Voilà. Oui, et nous sommes, et je suis. Ces groupes-là, vous les applaudissez en Israël. Mais pas du tout. J'applaudis pas les groupes d'extrême droite en Israël. Vous savez qu'il y a une gauche qui existe aussi en Israël, et il y a des gens aussi qui sont pour la démocratie. Vous savez, il ne faut pas vous tromper. Mais c'est tout à fait faux, vous avez tort. Vous avez tort. Oh, la gauche survit. Mais là n'est pas le débat. Mais la gauche, quelle gauche israélienne? Attendez, la gauche israélienne, c'est un croupion. Netanyahou, ça fait 1000 ans qu'il est au peut-être. Mais oui, on va Israël. Est-ce que lui, il aurait voté déjà? C'est ça aussi qui est important. Je ne sais pas quelles sont les motivations du Rassemblement national à s'abstenir. Moi, je crois que la loi n'est pas inutile, assurément pas, mais trop peu, trop tard. Et d'ailleurs, on a refusé, là je rejoins ce que disait M. Benamou il y a un instant, on a refusé de nommer le mal. Alors on nous dit, Jonathan Simon Célèbre demande qu'est-ce que vous auriez voté, vous? Une religion. Non, moi j'aurais voté pour, parce que tout ce qui, même une goutte d'eau dans la bonne direction, c'est toujours ça de prix. Donc j'aurais voté pour. Ça répond pas à tout, mais c'est pas grave. Moi, si vous voulez, j'ai une question à poser. On nous dit une loi ne peut pas viser une religion particulière, c'est contraire au principe constitutionnel. Je l'entends. Mais d'un autre côté, le même gouvernement nous affirme que l'islamisme n'a rien à voir avec l'islam. Donc, soit l'islamisme a quelque chose à voir avec l'islam, et c'est une forme d'islam exacerbé, et dans ce cas-là, la loi acte l'idée
que l'islamisme et l'islam sont consubstantiels d'une certaine façon, soit effectivement on admet l'idée, ce que le gouvernement ne cesse de nous seriner depuis maintenant 3 ans, que l'islamisme n'a rien à voir avec l'islam et qu'il ne faut pas stigmatiser, etc. Et dans ce cas-là, pourquoi ne pas nommer l'islamisme dans le projet de loi? Puisque si l'islamisme n'est pas une religion, pourquoi ne pas le nommer? Depuis la création de ce texte, en réalité, le problème... Le problème dont souffre la France, c'est pas le séparatisme. Le problème dont souffre la France, c'est une noyade migratoire, une invasion migratoire, je dirais, arabo-afro-islamique qui entretient le sécessionnisme et le suprémacisme. Je suis assez d'accord avec l'analyse de Mme Verdier-Molinier sur l'endettement. Effectivement, on a aujourd'hui en France 120% de dette sur PIB. Alors quand on dit que c'est partout pareil, c'est pas vrai, puisque l'Allemagne, par exemple, a vu également sa dette augmenter, mais elle n'est qu'à 70% de dette sur PIB, donc ses marges de manœuvre sont beaucoup plus importantes que les nôtres. En revanche, là où je ne suis pas d'accord avec vous, madame, c'est que en tout cas, le règlement de la problématique de la dette ne passe pas par un plan comptable de désendettement. La solution au désendettement, enfin à la dette publique française, passe par l'économie. C'est-à-dire il faut absolument régler le différentiel de compétitivité entre la France et l'Allemagne, c'est-à-dire en passant par une réduction des charges qui pèsent sur le travail en France. Tant qu'on n'a pas compris que la dette trouve sa solution dans l'économie et non dans la comptabilité, on est condamné à ne faire que s'endetter comme on l'a fait sur les 40 dernières années. Faire des économies, c'est très bien, dégraisser l'État, dégraisser les collectivités publiques territoriales, c'est très bien, mais c'est pas ça qui règle le problème, parce qu'en réalité, le problème, c'est un problème de recettes, c'est un problème que notre économie n'arrive pas à dégager une valeur ajoutée suffisante pour financer le déficit et pour financer la dette. Donc tant qu'on n'a pas compris ça, vous pouvez nous tenir tous les discours comptables du monde, ça ne réglera rien. Bah écoutez, moi il se trouve que j'ai des enfants alors, de 6 à 15 ans pour le coup, donc je suis en plein dedans. Plusieurs remarques. D'abord, attendre un consensus ou un monolithisme scientifique pour aller de l'avant, le moins qu'on puisse dire, c'est que depuis que cette épidémie a éclaté, la science a été tout sauf consensuelle. Et d'ailleurs, la communication gouvernementale en France s'est faite l'écho de toutes les contradictions qu'il y avait sur les masques, sur les tests, voire maintenant sur les vaccins. Donc déjà, je pense que la décision, elle est in fine politique. La deuxième chose, c'est une question que je pose. Enfin, ces enfants, c'est pas des orphelins. Ces enfants, ils ont des parents, non? Donc si les parents sont vaccinés, je vois pas très bien pour quelles raisons on vaccinerait les enfants, sauf si effectivement il y a un risque avéré particulier sur les enfants. Jusqu'à présent, je dirais la voie de la science, c'était que les enfants étaient un public beaucoup moins vulnérable au virus que le reste des publics. En tout cas, c'est une classe d'âge qui est pour l'instant assez immunisée. Donc tant que les parents sont vaccinés, je vois pas trop pour quelles raisons on vaccinerait les enfants, sauf évidemment si les enfants souffrent d'autres maladies, d'obésité, de comorbidité, comme on dit, de diabète, etc. Là, effectivement, il faudrait les vacciner. Mais je crois que le débat fondamental pour sortir de ça, outre le fait qu'il faut vacciner d'abord toutes les classes d'âge qui sont prioritairement concernées, c'est de vivre avec les gestes barrières et d'ouvrir tout de suite en respectant scrupuleusement les gestes barrières, parce que... Mais ouvrir quoi? Vous n'avez pas fermé grand-chose en France? Ad vitam aeternam sous cloche. Par rapport à ce que nous, on a vécu en Israël avec le confinement total, vous êtes avec un petit couvre-feu, pardonnez-moi. Mais le discours politique de ces derniers mois n'a pas forcément milité en faveur d'une confiance généralisée. Puisque nous avons eu quand même des va, des viens, des allées, des retours, quand ce n'est pas des mensonges éhontés sur les masques, par exemple, tous ces mensonges... Oui, mais justement, alors dans ce cas-là, on ne peut pas s'étonner, si vous voulez, que les populations soient un peu défiantes et jeter le mot de complotisme à tort et à travers quand les gens se posent des questions. La résurgence de l'antisémitisme... La résurgence de l'antisémitisme en France, il est dû à tous ceux que j'ai entendus encourager sur ce plateau, c'est-à-dire les victimes d'antisémitisme, effectivement, et les auteurs d'actes antisémites. C'est pas des grands germaniques blonds avec des croix gammées tatouées sur la tête, ce sont des Mohamed Merah, des Youssouf Fofana, toute cette immigration qui nous apporte en fait en France des haines d'un autre âge qui était déjà révolu. Voilà, l'antisémitisme d'extrême droite, il est epsilonesque et il ressuscite à la faveur de l'invasion migratoire islamique qui frappe la France depuis plusieurs années.